Écoutez Philippe Martinez. C'est pas de la délinquance. C'est pas de la délinquance. Pas de la délinquance. C'est hors la loi. Est-ce que vous dites à ceux qui coupent l'électricité, arrêtez? Non. Je dis au gouvernement, écoutez, ça suffit les provocations. Il y a un problème dans ce pays, c'est le projet de contre-réforme des retraites. C'est ça qu'il faut régler. Bonsoir Jean-Baptiste Djebbari, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Vous êtes chargé des transports. Demain, 7e journée de mobilisation. 61% des sondés dans notre sondage est là pensent qu'Emmanuel Macron devrait prendre en compte les contestations et retirer la réforme des retraites. Oui, mais si vous regardez les sondages depuis plusieurs semaines, vous avez de façon constante les Français qui se disent lassés par la grève, qui veulent l'arrêt de la grève. Vous avez depuis le début, d'ailleurs depuis même septembre, les Français qui disent de façon constante vouloir supprimer les régimes spéciaux. Donc chacun peut ici et là arguer des réformes. Je crois qu'il y a une dimension de lassitude très forte qui s'exprime par les Français. Et même si demain, effectivement, le trafic sera perturbé, mais moins perturbé que le 5 décembre, je crois que les Français en ont soupé de cette grève et qu'il est temps que les choses se passent. Et c'est d'ailleurs le calendrier politique que vous avez rappelé avec le dépôt en Conseil des ministres du texte demain matin. On vient d'entendre ce que disait Philippe Martinez hier chez Jean-Jacques Bourdin en disant ce n'est pas de la délinquance de couper l'électricité. On sent quand même, alors qu'au début, par exemple, il avait condamné l'intrusion dans les locaux de la CFDT, on le sent quand même plus dur sur ses actions commando en quelque sorte. On le sent surtout très empêché. Moi j'ai regardé cet entretien hier matin et je l'ai trouvé pas très clair, Philippe Martinez, sur toute la première partie. Et effectivement, il a eu du mal à prononcer les mots de délinquance, d'illégalité, de dire que ces actes, ils sont hors la loi, et ils sont hors la loi, qu'ils sont parfois dangereux, pour des raisons que vous connaissez, qui ont fait l'objet de reportages. Et il a eu du mal, effectivement, parce que je crois qu'il s'est mis dans cette impasse de la radicalité en refusant toute forme de discussion et en n'ayant qu'une seule revendication qui, finalement, était le retrait de la réforme. Pensant aussi peut-être, et c'était le cas au sein notamment des entreprises comme la SNCF et la RATP, se faire doubler par sa gauche ou par sa base si jamais il était dans une forme de négociation. Et je crois que malheureusement, il n'a pas négocié, il n'a rien obtenu, il s'est fait doubler par sa gauche et par sa base, et aujourd'hui, il est dans, quelque part, cette impasse de la radicalité. Oui, mais enfin, il tient. On verra demain les chiffres des manifestants. Mais ce soir, il y a des défilés au flambeau dans quelques villes, dans Paris. La CGT, globalement, les syndicats qui étaient un peu écartés pendant le mouvement des Gilets jaunes sont revenus un peu au devant de la scène. Oui, mais la démocratie sociale, c'est pas seulement faire des manifestations, c'est quand même bien à un moment nouer le dialogue et se mettre en capacité de forger du compromis. C'est ce que nous avons fait avec ceux qui pratiquent ce qu'ils appellent le réformisme combatif, avec lesquels nous partions de loin dans les positions ou dans les postures syndicales et politiques. Et avec l'UNSA Ferroviaire, avec la CFDT cheminot, nous avons travaillé et nous avons été à même de forger des compromis qui sont toujours des concessions les uns par rapport aux autres. Ce que je dis, c'est que même si effectivement il y a du monde dans la rue, il y a du monde qui conteste le principe même de la réforme, la posture qui refuse toute négociation et qui ne revendique finalement qu'une chose, le retrait, ce qu'il savait pertinemment qui n'arriverait pas, n'est pas une posture de dialogue social, n'est pas une posture qui engage un débat démocratique pour arriver à forger du compromis. En même temps, quand vous voyez qu'il y a quand même une opinion publique qui semble ne pas être convaincue par votre réforme, qui peut-être évidemment lassée par les grèves et lassée par ces opérations, hein, c'est clair, mais en même temps, qui a le sentiment que c'est pas assez clair, qu'ils comprennent pas ce qui va leur arriver, les simulateurs sont pas encore prêts, les études d'impact ont été diffusées parce que c'est obligatoire quand on va présenter une loi, mais enfin ça n'a pas été suffisamment expliqué. Quelle autocritique vous faites de cette situation, parce qu'elle est quand même pas extraordinaire, franchement. D'abord, il faut toujours faire son examen de conscience, et de confiance d'ailleurs aussi, mais tout le temps, et nous le faisons évidemment. Moi, j'ai essayé, dans les négociations que j'ai eues avec les syndicats, de rendre les choses les plus transparentes possibles. J'ai essayé de clarifier très rapidement quelles étaient les populations concernées. C'était l'histoire des générations. J'ai essayé de clarifier, et nous avons clarifié comment étaient calculées les pensions. C'était ce que nous avons proposé à la SNCF et à la RATP. Nous avons communiqué, nous avons fait des vidéos pour nous exprimer en direct dans les entreprises, parce que parfois les choses ont aussi un peu les informations en tout cas ont un peu de mal à redescendre. Et aujourd'hui, vous avez des populations qui sont aussi beaucoup plus informées qu'il y a quelques semaines, alors même que les décisions étaient déjà
et que les propositions étaient déjà faites. Oui, mais et le projet, il reste encore. Ils disent qu'il y a des trous encore quand il va arriver à l'Assemblée nationale sur le financement, puisque la conférence de financement, elle dure jusqu'à fin avril. Théoriquement, est-ce que, du coup, vous accepterez des amendements d'autres partis pendant la discussion ? De toute façon, il y aura évidemment un débat parlementaire très nourri, puisque je crois d'ailleurs que certains amendements sont en préparation et possiblement que ce sera le texte qui sera le plus amendé de cette législature. Et c'est normal, c'est le débat démocratique et c'est le débat parlementaire. Il y aura évidemment la convention de financement qui va travailler à côté, et c'est l'objet du compromis politique et social qui a été trouvé pour satisfaire l'objectif d'équilibre financier en étant souple sur les modalités. Et puis, il y aura justement, là-dessus, ce soir, Édouard Philippe a dit qu'il y aura une mesure d'âge. Vous nous dites la même chose ? Non, moi, j'ai lu, même un peu rapidement, mais j'ai lu l'interview à La Croix, et il dit ils disent qu'il a répété d'ailleurs depuis de nombreuses semaines, que dès lors que les syndicats se mettront d'accord sur des mesures, un cocktail de mesures ou des mesures qui seront de nature à satisfaire l'équilibre financier qui est finalement son exigence principale, alors si la mesure est praticable, il la reprendra évidemment en son compte. C'est ce qu'il dit de façon constante et c'est ce que nous ferons. Mais il répète aussi qu'il pense toujours qu'il faut une mesure. Mais il a toujours dit sa conviction et il a le droit évidemment à double titre puisqu'il est Premier ministre et qu'il a sa conviction personnelle de penser qu'il y aura une mesure d'âge pour rétablir l'équilibre financier à horizon 2027. Il a aussi dit qu'il faisait pleinement confiance aux syndicats pour faire des propositions de manière à satisfaire l'objectif de l'équilibre financier. Je voudrais qu'on écoute Ségolène Royal. Elle était à Marseille aujourd'hui, elle soutenait Samia Ghali, la candidate. Écoutez-la. C'est pas normal que dans un pays comme la France, qui doit rayonner en termes de droits de la personne humaine et de bon fonctionnement des institutions et de la démocratie, c'est pas possible qu'on ait autant de jours de grève, autant de semaines de conflits, autant de souffrances, autant d'images d'extrême violence qui font le tour du monde. Ça, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a une vraie crise de gouvernance, une vraie crise démocratique et qu'il y a d'autres solutions qui sont assez simples quand même à mettre en place. Moi, je pourrais vous faire la chronique des renoncements de Ségolène Royal dans le champ des transports, dans le champ de l'écologie. Et je crois que Ségolène Royal incarne très bien ces politiques qui ont refusé de faire les réformes nécessaires pour la France prétendument au nom de la préservation de l'unité. Et en général, ils n'ont pas fait les réformes et ils n'ont pas eu l'unité. Donc moi, j'observe Ségolène Royal avec parfois un peu de sidération et de stupéfaction quand je sais intimement quelles ont été les réalités de son action. Oui, parce que vous êtes au ministère de l'écologie, et donc c'était le ministère qu'elle occupait. Je pense qu'elle a à peu près renoncé sur tout. Elle a renoncé sur l'écotaxe, elle a renoncé sur énormément de choses. Elle a fait, je crois, beaucoup de mal, pour le dire comme ça, au monde des transports dans son incapacité à mener des projets structurels. Donc je goûte les leçons, les 100 putains de leçons de Ségolène Royal avec beaucoup d'intérêt, mais aussi avec un peu de distance. En même temps, concrètement, par exemple, les vacances de février arrivent bientôt. Oui. Est-ce que les Français vont pouvoir partir en vacances tranquillement? Est-ce qu'il n'y aura pas de problème, de blocage? Là, on nous annonce finalement demain une mobilisation. La CFE-CGC annonce une pause, c'est le syndicat des cadres. Mais en même temps, on a l'impression qu'il va y avoir une série de journées de blocage par-ci, par-là, qui vont parsemer un peu les semaines qui viennent. C'est pas non plus très agréable comme perspective. Bon, d'abord, il y a un calendrier politique qui a été posé. Vous savez que le texte passe en première lecture à l'Assemblée nationale à compter du 2 février et devrait être voté d'ici à la fin du mois. Donc ce calendrier-là est posé. Et puis demain, quand on regarde le plan de transport, vous avez un trafic quasi normal sur le TGV. Vous avez entre 6 et 7 TER et Transilien sur 10 qui vont rouler. S'agissant de la RATP, vous avez des bus et des trams qui roulent quasi normalement. Et puis aux heures de pointe, même si le trafic sera plus compliqué sur le métro, vous avez plus de 50% des métros qui vont rouler. Donc le trafic sera dégradé. Ça renvoie au sujet de la lassitude que nous avons abordé précédemment, mais le trafic ne sera en rien comparable à ce qu'a été le 5 décembre. Et moi, je comprends que les syndicats ou les personnes qui contestent la réforme veulent se mobiliser de façon un peu différente. Je dis que nous sommes à la fois dans la dynamique politique de compromis et de négociation, et que par ailleurs, le calendrier politique est maintenant posé. Les vacances de février, qu'est-ce que vous dites pour les Français? Je crois que Jean-Pierre Farandou s'est exprimé c'est le PDG récemment, de la SNCF. Le PDG de la SNCF, et a dit que la SNCF ferait tout son possible, évidemment, pour maintenir des transports de qualité pour les vacances de février. Alors, et nous y veillerons. Justement, la SNCF, c'est pas très loin du milliard d'euros de pertes, selon toujours son président. Et donc, un plan d'économie va être mis en place. Vous avez une idée dans quel domaine il y aura des économies? Il va nous le présenter prochainement. Je rappelle quand même qu'effectivement, cette grève, elle est extrêmement coûteuse pour la SNCF. C'est plus d'1 milliard d'euros.
C'est un coût aussi en image qui est considérable. Je regardais un baromètre hier matin qui évalue la confiance qu'ont les Français dans leurs entreprises publiques. Et la confiance envers la SNCF a reculé de 20% depuis septembre. Et c'est considérable. Et je rappelle que la SNCF, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, opérera de plus en plus en concurrence et qu'elle devra rester une entreprise de préférence pour les Français. Donc il y a cet enjeu-là de reconstruction de l'appareil industriel de la SNCF, mais il y a aussi cet enjeu de garder ses clients, d'image, et de leur redonner confiance, raison pour laquelle aussi ils ont lancé une opération commerciale qui vise à refaire. Vous nous confirmez qu'il n'y aura pas d'investissements qui seront revus à la baisse ? Non, des investissements structurels tels que nous l'avons prévu sur la modernisation du réseau, tout ça est bien calé et cela se fera comme c'est prévu, c'est nécessaire. Vous savez que par ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle nous avons repris 35 milliards de dettes. Donc je le redis ici, les Français, quelque part, au travers du gouvernement, ont fait confiance à la SNCF en assainissant sa situation financière et ce trou de 1 milliard d'euros est effectivement un coup dur pour l'entreprise publique. Comment le climat va-t-il redevenir plus serein dans ces grandes entreprises de transport qui sont vitales pour les Français quand même, la RATP, un enjeu la SNCF, pour les grévistes et pour les non-grévistes que de retravailler ensemble. Et pour les directions. Pour la direction, alors vous savez qu'il y a une nouvelle gouvernance à la SNCF avec beaucoup de postes qui ont changé. Donc moi, je fonde beaucoup d'espoir sur cette nouvelle gouvernance qui va être à même de redonner une nouvelle dynamique et puis d'engager aussi des projets qui sont plus positifs. Nous avons un gros projet autour des petites lignes ferroviaires qui, vous le savez, ont beaucoup défrayé la chronique il y a 1 an et demi autour de la publication du rapport Spinetta. Nous apportons là des résultats, en tout cas des propositions extrêmement structurelles. Et je crois que ce sera aussi un point d'inflexion et un moment pour repenser plus positivement les choses à la SNCF. Jean-Baptiste Djebbari, vous êtes aussi un politique. Quand on sort d'une année de gilets jaunes, puis de plusieurs mois et de plusieurs jours, une dizaine de jours de grève, sans doute le conflit le plus long, il reste de l'amertume, il reste de la frustration, il reste que du coup on va aller voter ou on va s'abstenir ou on va pas voter pour le président ou le gouvernement en place. Donc il y a des conséquences politiques à moyen terme pour vous. Et est-ce que cette réforme, telle qu'elle a été présentée, un peu cas à cas, elle en valait le coup? Moi, je crois qu'elle en vaut définitivement le coup. Je crois que les Français, en 2022, jugeront la politique du président et de ce gouvernement sur l'ensemble de son bilan, que pendant toute la première partie du quinquennat, il aura fait des réformes courageuses sur l'activité économique, sur le fait de redonner à la France sa juste place, et que nous avons déjà des premiers résultats tout à fait tangibles, et que sur la deuxième partie du quinquennat, on s'attaque à ce qui quelque part, n'a pas bougé depuis des dizaines d'années, qui est refonder, reconstruire le modèle social français en préservant les fondamentaux, la retraite par répartition par exemple, en s'occupant de la dépendance, en essayant justement de faire les vraies réformes et de préserver l'unité. Je pense que les Français, ils pourront juger d'un bloc sur l'ensemble de ce qui aura été fait. Et moi, je donne rendez-vous à tous ceux qui nous critiquent aujourd'hui sur notamment le pouvoir d'achat des classes moyennes. Parce que je pense que nous serons le gouvernement qui aura fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que l'ensemble des gouvernements qui nous ont précédé pour le pouvoir d'achat de la classe moyenne. Et je veux qu'à ce moment-là, nous soyons jugés sur les actes et non sur les procès d'intention qui nous sont. Vous avez vu toujours notre sondage Elab hier, 69% des Français qui pensent que Emmanuel Macron ne serait pas réélu en 2022. Oui, mais je regardais aussi les codes de confiance de François Hollande à la même époque. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a crédité de 34% d'opinion favorable, c'était 18% pour François Hollande, c'était 32% pour Nicolas Sarkozy. La mi-mandat, c'est toujours un moment compliqué pour les présidents en exercice. Je note que, malgré tout, pour l'instant, les sondages d'Emmanuel Macron ne dépareillent pas en comparaison à l'un n'a pas été réélu, l'autre ne s'est pas présenté. Oui, c'est vrai. Non, mais écoutez, moi, je suis démocrate jusqu'au bout. C'est-à-dire que les Français jugeront sur ce que nous aurons fait. En tout cas, nous n'aurons pas calé à mi-mandat, comme beaucoup de présidents l'ont fait, pour préserver leurs chances à des fins électorales. Et je crois que c'est au moins quelque chose qu'on peut reconnaître à ce président, même pour ceux qui ne le soutiennent pas, c'est sa capacité à avoir du courage et à faire ce sur quoi il s'est engagé. Merci beaucoup, merci d'être venu sur notre plateau. Demain, grande journée sur BFM TV, retraite le jour J, manifestation la fin ou le sursaut, journée spéciale à suivre bien sûr toute la journée sur BFM TV. C'est un moment important effectivement. Dans un instant, Alain Duhamel, Eugénie Bastier, à tout de suite.